Alors, donc bonjour à tous et donc bienvenue pour ce Cause Café sur les cochons, sur la vie secrète des cochons. Alors on a peut-être vendu un titre un petit peu racoleur parce que je sais pas s'ils ont une vie si secrète que ça et bon on va voir ça après. Mais bon j'espère au moins vous donner quelques faits qui vous étonneront ou qui et on va commencer par pourquoi est-ce que moi j'aime tant les cochons? Parce qu'en fait j'en ai fait quand même ma carrière. Donc, alors, je suis une agronome de formation, donc j'ai commencé par étudier l'agriculture et tous les animaux de production. Et je dois avouer que quand on m'a proposé des stages, alors j'ai dit oui en production animale, on dit avec des cochons. On dit, ah non non non, les cochons dans la porcherie ça pue, on voit pas le soleil, c'est non. Donc j'ai refusé, j'ai fait des stages avec des brebis. Et puis un jour, donc j'ai étudié l'éthologie et il y a eu une très belle offre de stage avec des cochons. Et là, je me suis dit, bon, quand même, le sujet, il est super chouette, je vais aller voir. Et là, je suis tombée complètement amoureuse des cochons. Ça a révélé complètement quelque chose en moi. Et alors pourquoi? Bah déjà, j'ai pris conscience qu'ils étaient absolument partout dans nos vies. C'est-à-dire, bon, on va penser à la nourriture, enfin, donc la viande de porc, qui est présente. Mais en fait, donc il y a cette expression tout est bon dans le cochon, et en fait c'est vrai, c'est-à-dire qu'on valorise absolument tout chez le cochon. Alors nous on va pas manger toutes les pièces, mais en fait il y a beaucoup de, par exemple les oreilles, le groin, les pattes sont très très consommées en Chine, et c'est vraiment des mets, enfin c'est très raffiné en Asie et en particulier en Chine. Donc même ce que nous, on va dire en Occident, on n'aime pas manger, en fait on va l'exporter ailleurs et vice versa, parce qu'ils aiment certains morceaux que nous on n'aime pas, enfin ils n'aiment pas certains morceaux que nous on aime. On peut utiliser leurs os, enfin les réduire en poudre et puis en faire des bonbons. Il fut un temps, quand j'étais enfant, la plupart des bonbons étaient faits en gélatine, et c'était de la gélatine de porc. Et aujourd'hui, la gélatine non végane, elle est aussi faite à base d'os de porc, en fait de gélatine animale. Euh, on en fait aussi de la colle. Alors ça a été une révélation pour moi. Évidemment, le cuir, on connaît tous. Et en fait, au-delà de ça, on peut même les utiliser pour nous sauver, pour sauver nos vies. Parce que, alors malgré que les singes partagent 99,9% de notre génome, alors les singes, non, les chimpanzés et les bonobos, en fait, c'est pas avec eux qu'on a une meilleure compatibilité anatomique. Finalement, c'est un cochon. Et en fait, il y a un de mes collègues qui était plutôt spécialisé vétérinaire, enfin médecine vétérinaire et un petit peu médecine, enfin il est passionné pour la médecine humaine et il me disait, mais en fait un cochon, quand on l'ouvre, on sait plus faire la différence avec un humain. Les organes sont disposés exactement de la même façon, c'est à peu près les mêmes proportions. Et donc c'est ce qui fait que les cochons sont énormément utilisés en recherche médicale humaine. Par exemple, les premiers, au départ, toute la recherche sur euh, pardon, le diabète et la résistance à l'insuline, s'était fait avec les cochons parce qu'ils réagissent exactement de la même façon que nous. Alors ça vient sûrement de leur capacité à tout manger, parce que ce sont aussi des omnivores comme nous les humains. Alors pour le diabète en particulier, mais voilà. Et donc ce sont des modèles pour la recherche cardiaque aussi. C'est des cochons qu'on utilise. Voilà. Les meilleurs taux de réussite de greffe d'organes, c'est avec des cochons, que ça soit pour. J'ai vu il y a pas très longtemps que maintenant ils faisaient le foie, qui est un des organes les plus rejetés, et avec des greffes venant de porc, ça fonctionne beaucoup mieux en tout cas. Et leur peau aussi. Alors bon, des greffes de peau, c'est pas si commun que ça. Par contre, les tatoueurs, si vous en connaissez, il y a un moment où ils ont acheté de la peau de porc parce que elle réagit. Alors déjà, elle a la même pilosité quasiment que. Ça dépend des races de cochons, on va voir ça après. Mais elle a presque la même pilosité que la peau humaine et à peu près le même genre de sensation, en tout cas de réaction à l'aiguille. Et bon, j'ai un ami tatoueur qui m'a dit que effectivement la peau synthétique, ça valait rien à côté de la peau de porc, donc je vais lui faire confiance. Mais moi, ce qui m'a vraiment séduite, c'est leur expressivité. C'est vrai que, et c'est quelque chose que toutes les personnes que j'ai amenées dans la porcherie, alors peut-être qu'ils disaient ça pour me faire plaisir, peut-être pas, mais c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est que, enfin, ils ont été étonnés en fait en regardant les cochons d'avoir autant d'expressivité dans leurs yeux et de dire ah mais c'est fou, on voit bien qu'ils sont curieux ou on voit bien que là c'est des jeunes et là c'est des moins jeunes, en fait rien qu'avec leur regard et c'est vrai que je trouve qu'ils véhiculent beaucoup. Alors, leur regard, évidemment, mais aussi tout leur comportement corporel est très, très, très expressif. Et ils ont un comportement qui est hyper complexe. Enfin,
Alors, ça vaut pour tous les animaux, je suis d'accord. Mais moi, ça m'a vraiment séduite de voir autant de variabilité entre les individus avec lesquels je travaillais lors de mon stage. Et c'est ce qui fait que voilà, je me suis de plus en plus intéressée à eux. Et finalement, et ça venait de mes études d'agronomie, c'est que je suis au courant de comment est-ce qu'on les produit. Et en fait, en les connaissant un peu mieux, je me suis dit que vraiment la production, c'était pas fait dans, enfin ça allait pas dans leur sens. Alors c'est le cas de beaucoup d'animaux en production, mais vraiment, je pense que les cochons et les poulets, c'est les- ceux qui en bavent le plus. Enfin, en tout cas, ceux à qui on nie le plus leurs besoins naturels. Et donc, ça a créé ma vocation, c'est-à-dire que à partir de là, je suis devenue une chercheuse en éthologie et bien-être animal spécialisée chez le porc. Et ensuite, j'ai une deuxième spécialisation qui est la relation humain-porc, enfin humain-cochon. Donc, je m'intéresse beaucoup à comment est-ce qu'ils perçoivent les humains et nos interactions avec eux. J'ai oublié de dire qu'ils sont partout dans nos vies, jusque dans les foyers, puisque maintenant, les petits, alors ce qu'on appelle des mini pigs ou des teacup pigs. Alors, faites attention si vous voulez en acheter un, parce que des fois, on vous vend juste un cochon normal. Et parce qu'ils sont tout petits à la naissance, hein, et pendant longtemps, ils sont petits, puis un jour, ils font 300 kilos, et là, c'est moins gérable. Mais voilà, il y a des gens qui adoptent aussi des cochons parce que pour des raisons d'allergie, mais aussi parce que ils apprécient ces animaux. Alors, deux mots sur qui sont les cochons, en tout cas biologiquement parlant, ce sont des mammifères, donc comme nous, c'est-à-dire que leur bébé mature dans une poche utérine, et ensuite ils sont nourris par le lait de la mère, donc ça vient de la mammifère, ce qui nourrit son petit avec des mamelles. Ils font partie de la famille des suidés, alors suidae en latin. Et surtout, et ça c'est très important pour la suite, ce sont des omnivores opportunistes. C'est-à-dire que théoriquement, ils mangent de tout avec grand plaisir. Alors ça c'est super parce que en plus ils adorent manger. Donc quand on veut les entraîner pour des tests de cognition, enfin d'intelligence, en tout cas quand on veut les entraîner à faire quelque chose, c'est pas difficile. On trouve très vite quelque chose qui leur donne envie de participer. Et quelque chose que moi j'avais trouvé assez intéressant à l'époque, c'est que ça fait partie des premières espèces qui ont été domestiquées par l'homme. Donc le chien, les premières traces de domestication du chien remontent à 14 000, enfin moins 14 000 ans avant notre ère. Les cochons, c'est moins 10 000. Donc c'est vraiment, enfin je veux dire, bon, 4 000 ans ça semble énorme, mais à l'échelle de l'humanité et de la progression de l'agriculture, en fait c'est rien du tout. Et donc moi je me suis toujours dit que si on les avait domestiqués en premier, c'est qu'il y avait quand même des raisons. Et que voilà. Et il y avait et donc ça vient aussi de là mon intérêt pour la relation entre l'humain et le cochon, c'est que quelque part ont été domestiqués des animaux qui toléraient la présence de l'humain et voire la rechercher. Et donc leur domestication, elle a commencé en Asie de l'Est. Alors bon, faut faire confiance aux archéologues, n'est-ce pas? Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait au départ, comme les humains, en fait, une seule race, enfin une seule type de cochon, et que vers moins de 10 000 ans, quand en fait il y a eu enfin un peu avant, moins de 10 000 ans, dans moins de 30 000 il me semble, il y a eu une séparation qui s'est faite avec des espèces qui se sont plutôt spécialisées sur l'Europe et d'autres plutôt sur l'Asie. Et à partir de moins de 10 000 ans, il y a eu cette domestication, et donc c'est là qu'on a commencé à les sélectionner génétiquement, et c'est là qu'ils ont commencé à ne plus ressembler à leurs ancêtres ou à leurs contreparties sauvages que l'on peut à voir toujours aujourd'hui. Alors la domestication, justement, c'est un grand sujet. Parce que à force, en fait, la domestication, ça a entraîné une certaine sélection des animaux. Alors quand on dit sélection, c'est vraiment de se dire, au sein d'une portée, on veut tel et tel individu. Donc par exemple, si vous voulez sélectionner, enfin un exemple très récent de domestication pour la compagnie de l'homme, ça a été fait par Mendeleev. Et en fait, ils sont allés dans une ferme qui produit de la fourrure avec des renards. Et ils se sont approchés des cages et ils ont sélectionné les animaux qui avaient la moins grande agressivité envers l'humain. Ils ont dit, ceux-là, on les fait se reproduire et on revient. Ils reviennent, ils retestent les enfants enfin, les petits de ces renards-là, et ils resélectionnent encore une fois ceux qui sont le moins agressifs. Et en faisant ça,
En 8 générations, ils ont obtenu des animaux qui se comportent, donc des renards qui enfin, sont passés de très agressifs envers l'humain à ce sont des chiens. C'est-à-dire qu'ils voient un humain, ils remuent la queue, ils cherchent le contact. Et il y a eu des modifications physiques qui sont apparues sur ces renards qui n'avaient pas été voulues. Finalement, on a sélectionné qu'un caractère d'appréciation de l'homme, finalement. Et ces caractères-là, c'est une queue qui rebique un peu plus, des taches blanches. Les taches blanches n'existent pas tellement dans la nature. Des oreilles tombantes aussi, ça aussi c'est pas très fréquent dans la nature. Et donc ce que ça nous dit, c'est que quand on sélectionne pour un trait en particulier, donc là c'était la tolérance ou la, la recherche du contact avec l'humain, on obtient en fait d'autres traits. Bien sûr, quand on sélectionne un animal pour s'en nourrir, ben, on va plutôt choisir ceux qui ont l'air les plus grassouillés ou qui grossissent le plus vite. Ou alors, je pense qu'au départ, c'était ceux qui toléraient le plus d'être avec l'humain, de rester à proximité et qui se faisaient un peu à cette vie-là. Mais bon, on est quand même passé d'un sanglier à donc ça c'est un large white, c'est une des races les plus utilisées en agriculture, enfin en production porcine aujourd'hui. Euh, et vous voyez que quand même, il y a pas mal de différences entre les deux. Alors la plus évidente, c'est le manque de fourrure sur le large white. Ben, comme il vient en... Alors ça vient de plusieurs choses. Là, sur ça, je suis pas une experte de la génétique et de la sélection, mais ben, ça vient du fait qu'il vit en bâtiment. Donc finalement, les poils, il n'y a plus tellement d'utilité à les avoir. Ils grossissent aussi vachement, enfin beaucoup plus vite. Donc ils génèrent aussi leur propre chaleur. Mais c'est pas tout. Les proportions corporelles sont pas les mêmes, donc vous voyez que le sanglier il est plus court. Le large white, il est bah, plus. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle large white. C'est parce qu'il est long. Donc la couleur évidemment. La tête aussi, la tête du sanglier est beaucoup plus grosse par rapport à son corps que la tête du cochon domestique. Enfin, proportionnellement au corps. Donc c'est aussi avec les proportions. Donc bien entendu, on a sélectionné pour qu'ils grossissent plus vite. Donc aujourd'hui, les meilleures performances de cochons, on leur donne entre 2 et 4 kilos d'aliments et on produit 1 kilo de viande. Donc c'est quand même, c'est très, c'est- ouais, c'est très performant, on va dire. On a aussi sélectionné pour une plus grande proportion de gras, parce que bah, finalement le gras, c'est aussi ce dont on se nourrit. Par rapport aux sangliers qui eux bah, ont pas tellement de gras parce que finalement ils sont tout le temps en recherche d'alimentation. Et on a aussi sélectionné pour des portées plus nombreuses. Dans la nature, les sangliers font entre 1 et 7 petits par portée, là où un cochon domestique fait entre 12 et 18. Le maximum que moi j'ai pu voir, c'est 23, c'était vraiment trop. 18, c'est déjà vraiment trop, hein, mais voilà, 12, ça passe. Mais voilà, il n'y a pas... Je que je sache, les truies ne donnent pas moins de... Enfin, ça peut arriver qu'elles en aient moins, mais en fait, on va vraiment essayer de faire en sorte qu'elles aient au moins 12 petits à la naissance, pour en avoir 12 au sevrage, etc. Ça, c'est pour des questions de rentabilité, mais ah oui, et aussi, donc on a demandé des portées plus nombreuses, mais on a aussi voulu qu'ils en aient plus régulièrement. C'est-à-dire les sangliers se reproduisent une fois par an. Les femelles, enfin les truies en élevage ont 2,5 portées par an. Donc tous les 5 mois à peu près, elles ont une nouvelle portée. Euh, voilà. Alors oui, j'ai mis les cycles reproducteurs sont plus fréquents une fois par mois parce qu'en fait, la truie domestique a des cycles de 21 jours. Si elle n'est pas pleine, en fait, tous les mois, elle va être de nouveau en œstrus. Donc voilà, là où les sangliers, c'est vraiment une fois par an, 2 fois quand c'est une grosse année et que et qu'il y a abondance de nourriture et que les conditions le permettent. Donc c'est vraiment très marginal. Euh, L'espèce porcine, elle est très variée et elle est en fait sur tous les continents. Alors ça, c'est les grandes familles de porcs sauvages. C'était vraiment juste pour illustrer le fait que, bah, en fait, on en trouve un petit peu partout. Euh, en Europe, en fait, on en a qu'un.
On n'a que le sanglier sauvage, là où bah, en Afrique ils ont quatre espèces différentes, donc ils ont le phacochère, mais ils ont aussi dont je ne connais pas les noms vernaculaires, mais voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Euh, voilà, en Amérique centrale, ils ont les pécaris, ils ont, enfin voilà. En Asie, c'est là où on en trouve le plus, certainement du fait de leur différenciation à l'époque et du fait que l'Asie soit quand même un territoire beaucoup plus large que l'Europe. Voilà. Alors, je voulais juste vous illustrer. Oups. Donc nous, on connaît donc le sanglier, comme j'ai dit, le phacochère, on le connaît aussi. Euh, Le pécaris, donc c'est celui qui est en Amérique du Sud principalement. Le sanglier à moustache, il est à Bornéo principalement, mais donc plutôt Asie du Sud-Est. Et le babirusa, il est aussi en Asie du Sud-Est, euh, plutôt vers les Philippines, il me semble. Et en fait, vous pouvez voir que déjà, entre toutes ces espèces-là, on a pas mal de différences. C'est-à-dire le sanglier, il a qu'une seule paire de dents, enfin d'incisives plus longues. Là où le phacochère, il en a deux. Le barbirossa, il a deux paires, mais il en a même une qui est sur son sur son chanfrein, on va appeler ça un chanfrein. Le sanglier à moustache, bon ben il a plein de moustaches. Donc même au niveau sauvage, en fait, il y a une très grande diversité de phénotypes, d'apparence physique des porcs. Et chez les cochons domestiques, eh ben aussi. Alors, comme j'ai pas voulu enfreindre les droits d'auteur de photos et que j'ai pas toutes les races de cochons à disponibilité en photo, je vais vous montrer celles que j'ai et je vous invite à juste aller voir Race du Monde parce que vraiment il y a des beautés. Enfin bon, moi je les trouve très beaux. Alors, je vais vous faire comme à mes étudiants. Donc ça, ce sont les deux races les plus connues, les plus utilisées, et c'est ce qu'on appelle des lignées maternelles. Donc, ce sont des cochons qui ont principalement été sélectionnés pour être des bonnes mamans. Alors, une bonne maman pour la production, ça veut dire quoi? Ça veut dire fait beaucoup de petits, s'en occupe quand même bien, donc produit pas mal de lait, est attentive quand elle bouge autour de ses petits. Mais bon, on se cache pas, c'est surtout en termes de production. Et ce sont des races donc qu'on appelle à peau blanche parce que bon, elles sont roses, hein, on est d'accord. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'ils sont roses, mais on va quand même les appeler à peau blanche parce que c'est comme ça. Et la grande différence entre les deux, en fait, physiquement, c'est quasiment les mêmes, sauf les oreilles. Et en fait, les landraces, ils ont des oreilles qui tombent, et les largouettes, ils ont les oreilles qui sont tout le temps dressées. Voilà. Et c'est comme ça que je dis à mes étudiants qu'on peut les reconnaître. Il y a autre chose. Oui? Avec un mouvement, avec un mouvement soudain de tête, oui, mais ça reste pas très longtemps. Voilà. Après, après, et ça c'est la petite difficulté pour mes étudiants, c'est qu'on a des croisés entre les deux. Et donc, qui expriment plus ou moins l'oreille tombante. Donc, on a des demi-tombantes maintenant. C'est-à-dire qu'on a, oui, on a des qui commencent à tomber, mais en fait, elles tombent pas complètement sur les yeux. Si vous allez chercher sur Internet, par exemple, le porc gascon, il a vraiment les oreilles qui lui cachent les yeux. C'est très mignon. Donc voilà. Et après, il y a le nez. Alors là, ça se voit peut-être pas très très bien sur ces photos, mais le large white, en fait, il a un nez, enfin, il a une courbure au niveau de sa ligne nasale, là où le Landras, il est vraiment très très droit. C'est les deux indices que mes étudiants peuvent et doivent utiliser pour les reconnaître. Ensuite, on a le piétrin qui alors les quatre que je vais vous montrer sont vraiment les races les plus utilisées en France aussi d'ailleurs, enfin en général, mais surtout en France. Donc le piétrin, c'est notre petite fierté française parce qu'on l'exporte, enfin on exporte la génétique à l'étranger, mais à la base c'est un porc français. Et on peut le reconnaître parce que bah, il a une peau blanche mais avec des taches noires. Donc ça, c'est sa spécificité. Des porcs noirs et blancs, il y en a plein. Il y a le Hampshire il a des chaussettes. Enfin, il a l'avant tout noir, l'arrière tout noir et au milieu, il a une bande blanche. Il y en a qui ont inversement. Et ensuite, on a le Duroc, qui est tout marron. Un marron assez sombre, fauve un petit peu. Et alors le piétrin et le duroc, ils ont été tous les deux sélectionnés plutôt pour la qualité de leur viande. C'est-à-dire que bah, nous, on aime bien manger de la viande pas trop grasse. Enfin, en Europe,
en Occident de manière plus générale, on a tendance à préférer ce qu'on appelle des viandes maigres, donc qui ont pas trop de gras. Et donc ces deux races-là, c'est des races paternelles, donc on va prendre cette génétique-là, donc ça va être les papas des bébés qu'on va manger, en fait. Et ils vont apporter justement ces performances, alors la performance en croissance, mais aussi la qualité de la viande. Et les Asiatiques, eux, ils ont d'autres préférences. Donc ça, c'est un cochon vietnamien. Il y a aussi le Meishan qui est utilisé, enfin qui ressemble un petit peu. Alors ce sont des cochons qui sont très gras, qui ont vraiment le ventre qui racle le sol. Et ça, c'est parce que ben, en Asie, ils préfèrent justement la viande très grasse, qui apporte beaucoup de goût. Voilà, alors c'est des races, enfin c'est des races naturelles, c'est-à-dire que on n'est pas là sur, enfin naturel, sélectionné évidemment, mais en fait on n'est pas sur un problème de santé là, on est vraiment sur un individu qui a été sélectionné pour être comme ça, mais s'il n'était pas sélectionné, il exprimerait quand même. Enfin c'est la génétique quoi, on va dire. Et ensuite on a des cochons un peu plus proches des phénotypes sauvages, on va dire, donc comme les cunés qui sont très utilisés en production bio et de plein air parce que justement, alors ils sont un peu plus laineux, hein, on peut voir qu'ils ont quand même plus de poils que les autres, donc ils résistent mieux au froid, enfin aux conditions de l'extérieur, et ils ont aussi, alors ils sont plus courts, ils sont plus petits, ils donnent moins de petits, ils sont moins enfin ils sont moins bons en production, en termes de production, mais par contre, ils résistent, enfin, ils survivent mieux et ils préfèrent, ils vont être plus heureux en extérieur. À savoir que les cochons peuvent, oui, prendre des coups de soleil. Et c'est d'ailleurs le grand problème des cochons à peau blanche, c'est que en fait, on peut très peu les utiliser en exploitation bio ou plein air parce que en été, ils vont fuir la chaleur et enfin, il faut leur donner un endroit où s'abriter qui soit suffisamment grand pour que tous puissent y abriter parce que sinon, ils vont prendre des coups de soleil et c'est vraiment, enfin, c'est terrible pour eux, comme s'ils brûlent, quoi. Donc, voilà. Et c'est d'ailleurs le petit moment du fun fact. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent des bains de boue, les cochons. C'est en partie pour se protéger des insectes, parce que évidemment personne n'aime se faire piquer, mais aussi pour se protéger des coups de soleil, parce que bah, leur peau elle est quasiment nue et que bah, comme nous, la peau nue au soleil, ça brûle. Donc voilà. Petit fun fact sur les cuniculés. Alors tous les cochons, comme j'ai dit avant, sont omnivores, donc ils mangent de l'herbe. Si on leur offre de l'herbe, ils vont en manger. Et les cuniculés, ils sont friands d'herbe. Donc c'est vraiment des races que les gens vont aimer avoir quand ils ont par exemple des vergers ou enfin, voilà, avec des grandes productions d'herbe, parce que ça va nourrir les cochons en fait de manière naturelle et sans avoir à faire quoi que ce soit. Et des fois, en fait, dans les portées, on mélange les races. Donc c'est ce qui, bah, enfin on mélange les races. Donc on a un père par exemple qui est piétrin ou du roc, voire les deux parce qu'on fait plein de croisements pour obtenir les meilleures caractéristiques. C'est tout l'enjeu de l'agriculture. Et en fait, on va avoir des portées comme ça avec des animaux très beaux. Enfin moi les petites panthères là comme ça qui sont au coin qu'on voit pas très bien. Mais voilà, moi je les trouvais absolument charmants ces cochons et ils sont nés avec des frères et sœurs qui sont tout blancs parce que c'est la magie de l'expression génétique et tout le monde ne prend pas toutes les mêmes caractéristiques. On fait pas des clones. Donc maintenant qu'on a parlé de production, on va plus s'intéresser à le cochon lui-même et comment est-ce qu'il perçoit le monde, donc à travers ses sens comme nous, hein. Alors comme pas mal d'animaux et en particulier le chien, ils ont une vision dichromatique. Donc le premier spectre, c'est celui que les humains voient. Donc nous, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et les cochons, eux, ils vont très bien voir le bleu, le jaune orangé, pas mal aussi. Et entre les deux, pas terrible. Donc ça, c'est très important à savoir. Par exemple, pour une de mes études, je leur apprends à discriminer entre deux couleurs. Et ben, il faut pas que je prenne du violet et du vert, par exemple, parce que là, je suis pas sûre que ils vont voir gris, quoi. Si je prends du bleu et du jaune, déjà, c'est un peu mieux. Ce qui est le mieux, c'est de prendre des couleurs contrastantes, enfin, avec un contraste de luminosité. C'est ce qu'on fait, comme ça, on est sûr de pas avoir faux. Ce qui est intéressant, c'est que leur anatomie oculaire est exactement la même que l'humain. Donc en fait, c'est vraiment une question de bâtonner leur capacité à voir les couleurs qui est différent. Par contre, ils ont, enfin, vraiment, quand on regarde un œil de cochon, on pourrait vraiment voir un œil d'humain. Il n'y a pas une pupille qui est différente. Enfin, c'est
très simple, c'est pareil. Et, euh, et alors, ils voient pas mal, parce qu'ils ont quand même une vue, comme on peut voir là, à 310 degrés. Donc, ils ont vraiment en fait, vraiment, ce qui est dans leur dos, ils le voient vraiment, enfin, ils le voient pas. Par contre, tout ce qui est sur les côtés, enfin, voilà. Alors, ils ont des visions monoculaires, évidemment, parce qu'ils ont les yeux qui sont de chaque côté de leur tête. Mais en fait, ils sont de côté, mais assez, assez en devant pour avoir aussi une vision binoculaire. Et ça, c'est très intéressant, parce que par exemple, les chevaux ne l'ont pas cette vision. Ou pas bien, il me semble. Par contre, ils voient flou de près. Donc ça, c'est un peu dommage, et en particulier quand, comme moi, on s'intéresse à la relation entre l'humain et le cochon, parce qu'en fait, ils me voient très bien quand on est loin, et puis je m'approche, et puis là, ils me voient plus. Heureusement, ils me sentent. Au niveau de l'audition, ils entendent mieux que nous. Ils sont plus performants et surtout en haute fréquence. Et ça a de l'importance parce que bah, ça veut dire que ils vont percevoir en fait beaucoup plus de bruit que nous. Donc il y a des choses que nous on va pas vraiment entendre et que eux vont très très bien entendre. Et donc ça peut être par exemple du bruit d'appareils électroniques. Alors c'est pas aussi poussé que pour les rongeurs. Les rongeurs par exemple entendent un ordinateur ou une caméra par exemple qui les filme, ils l'entendent et c'est un bruit de fond constant. Et donc ça c'est un de nos problèmes avec les rongeurs, c'est qu'on les embête un peu avec nos matériels. Mais voilà. Mais donc les cochons vont quand même pouvoir, enfin voilà, percevoir plus de sons que nous. Et donc, pareil, en élevage, bah, ça a quand même son importance si on veut qu'ils soient dans des bonnes conditions. Ils découvrent le monde avec leurs groins. Alors ça, bon, c'est pas très nouveau, hein, c'est-à-dire que tous les animaux qui n'ont pas de mains, qui ne peuvent pas avoir une préhension sur leur monde, c'est souvent par la bouche et enfin ouais, la bouche, le nez que ça se passe. Et chez les cochons, c'est très connu, c'est-à-dire qu'on a tous entendu parler des cochons qui cherchent les truffes. Alors, c'est pas si utilisé que ça parce que les cochons c'est moins docile qu'un chien et c'est très gourmand. Donc, s'ils ont goûté à la truffe et qu'ils ont apprécié, et ben voilà. Et très honnêtement, essayer de pousser un cochon de 300 kilos qui n'a aucune envie de bouger, c'est un sport. Moi, je le fais pas. Donc leur odorat est si développé qu'il y a quand même 7% de leurs cellules cérébrales qui sont dédiées à l'olfaction, c'est-à-dire que il y a 7% de leur cerveau qui se focalise là-dessus, et nous, eh ben, 0,01%, hein, voilà. Autant dire que on a 700 fois moins de perception du monde olfactif que les cochons. Alors, il possède aussi un organe mince, phéronasal, c'est-à-dire que en fait, au-dessus de leur nez, ils ont un organe en fait qui leur permet de sentir les phéromones. Donc ça, c'est hyper important pour la reproduction, évidemment. Ils utilisent ces phéromones-là pour signaler les chaleurs et la disponibilité de chacun. Mais alors comme nous on comprend pas très, nous humains on comprend pas très bien ce monde-là, et on l'a pas du tout étudié chez le cochon, on sait pas quelle est l'étendue de cette communication phéromonale, mais il est possible qu'elle soit très importante chez eux. Ils ont 20 000 papilles gustatives, nous on en a 9 000. Voilà. Donc pareil, quand ils goûtent quelque chose, il est possible qu'ils goûtent quelque chose de deux fois plus développé que nous, enfin en tout cas en termes d'appréciation d'un goût. Et grâce à toutes ces papilles gustatives, ben, ils sont capables de faire la différence entre le sucré, le salé, l'acide, l'amer et umami. Eux aussi, alors umami, vous savez pas ce que c'est. Umami, c'est le cinquième goût qui a été, alors je sais pas quand est-ce qu'il a été découvert, mais c'est ce goût qu'il y a dans les tomates. C'est le goût qui est très utilisé enfin, qu'on a pu extraire enfin, dans quelque chose qu'on appelle le MSG, c'est glutamate. La chimie, c'était pas mon truc, hein. Et en fait, c'est ce goût de... Ah, c'est bon. La sauce soja, oui, exactement. Le poisson, le nyokman, enfin la sauce nyokman, c'est très très employé en cuisine chinoise, enfin asiatique plus largement, mais on connaît beaucoup la cuisine chinoise. Et en fait, ce goût qui rend tout délicieux. Euh,
alors, c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'étais très proche des cochons parce que eux, comme moi, on préfère le sucré. Euh, voilà. Et ils ont une aversion pour les goûts amers. De manière générale, les cochons aiment pas du tout ce qui est amer. Bon, on les comprend. Alors, je vais vous partager quelques faits que moi j'ai trouvé étonnants au cours de mes études. J'espère que ça vous étonnera aussi. Alors, bon, d'abord, ils mangent de tout. Alors bon, ça, on a beau le savoir, il y a quand même 10% d'animaux dans leur, enfin, de sources de protéines animales dans leur alimentation sauvage. Alors, on est d'accord. En production animale, enfin, aujourd'hui dans les élevages, ils n'ont plus de protéines animales depuis le scandale de la vache folle en 98. Ben, on a tout arrêté, mais théoriquement, on pourrait les nourrir avec des œufs, avec des insectes, avec des larves, avec de la viande d'autres animaux. C'est ce qui fait aussi que, avant de partir en stage en école d'agronomie, et ça fait partie de ma non-envie d'y aller, on nous dit faites attention, il faut jamais travailler, et d'ailleurs je le dis toujours à mes étudiants, ne travaillez jamais seul dans une porcherie, parce que si vous vous évanouissez, ça peut arriver, les cochons, en fait, sans être mauvais, je veux dire, ils savent pas que vous êtes de la viande. Par contre, ils vont venir, ils vont toucher, ils vont peut-être mordiller, et alors dès que le sang sort, là c'est la fin. Parce que ils vont trouver ça plutôt sympa, le sang, et voilà. Et c'est ce qui fait que, bon, il peut y avoir du cannibalisme au sein des espèces porcines. Alors, à l'état sauvage, ça se voit quasiment pas, parce qu'ils ont plein d'autres choses. En élevage, ça peut être vu. J'ai une amie qui n'a pas retrouvé un de ses cochons focales un jour, et elle s'est demandé pourquoi, et puis elle a regardé les vidéos, et elle s'est rendue compte que le pauvre était mort d'un arrêt cardiaque, et que les autres en avaient un petit peu profité pendant la nuit. Voilà. C'est la nature. Moi, à ce stade-là, je n'ai aucun jugement là-dessus. Mais voilà, mais voilà, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans ça, c'est qu'en fait, donc comme ce sont des opportunistes, c'est-à-dire que principalement ils se nourrissent de plantes, mais s'ils peuvent avoir quelque chose d'un peu plus énergétique, d'un peu plus, et surtout en hiver en fait, bah ils vont pas s'en priver. S'ils trouvent des œufs, un nid avec des œufs, voilà. Un autre fait que je trouve intéressant, c'est que, bah, donc, comme je l'ai dit au départ, c'est ce qui les rapproche un peu de l'humain, ce régime omnivore, en fait, bah, c'est ce qui fait que leur anatomie mince, digestive, elle est assez similaire à celui des humains. Euh, et mais ça, c'est ma petite théorie personnelle, c'est que la plupart des animaux qui sont omnivores, opportunistes, font partie de ceux qui ont les meilleures capacités cognitives en résolution de problèmes. Et ça, je pense que ça vient du fait qu'ils sont très flexibles en fait dans leur environnement et qui vont du coup devoir se rappeler. C'est-à-dire que un herbivore, bon, il a identifié l'herbe, il a identifié les trois plantes qu'il mange d'habitude qui sont toujours dans son environnement, c'est bon, il n'y a plus besoin de se creuser la tête sur quoi chercher. Un omnivore opportuniste, en fait, il va être constamment en train de chercher la meilleure source de nourriture à un instant T. Et du coup, je pense que ça fait partie bon, je suis pas seule à le penser, hein, j'avoue, c'est pas ma théorie personnelle, mais en fait, ça entraîne certaines capacités cognitives enfin, sur reconnaître son environnement, apprendre les ressources, les mémoriser, etc. Et mémoriser leurs valeurs surtout. Les cochons, contrairement à ce qu'on pense, ils sont extrêmement propres. Alors, ils sont pas propres comme le chat ou le rat qui se lavent tout le temps. Ils se lavent jamais, mais bon, vous avez vu leur anatomie, c'est un peu compliqué de se retourner, un peu comme les chiens, ouais, ils sont pas aussi souples. Par contre, ils vont vraiment choisir. Alors dans la nature, bah, ça se voit pas, mais parce qu'on les observe pas, mais ils vont vraiment avoir un endroit sur leur territoire où ils vont déféquer, qui est très loin de là où eux vont aller vivre, enfin se coucher, dormir, qui est aussi très loin des sources d'eau et des sources de nourriture principales. Et ça se voit en élevage aussi, parce que, alors je suis très triste de ne pas avoir retrouvé cette splendide vidéo de ma collègue qui avait filmé ses cochons depuis le jour où ils arrivent dans un endroit, enfin dans un enclos qui est complètement propre, et comment ça évolue dans le temps. Et en fait, on voit que ils vont vraiment déféquer le plus loin possible, dans vraiment les coins les plus loin possible de là où ils dorment et là où ils mangent. Et malheureusement, comme c'est pas nettoyé tous les jours, et comme c'est
est assez exigu, bah, au bout de quelques semaines, bah, ils se retrouvent à devoir marcher dedans, du coup à en mettre un peu partout, du coup à plus trop savoir où est la partie litière, où est la partie où ils dorment. Et c'est là en fait où on va se dire ah bah ouais ils sont sales parce qu'ils sont couverts d'excréments, mais en fait ça a pas été par choix, ça a été à cause des conditions dans lesquelles ils sont. Donc ils vivent en groupes sociaux. Bon, ça étonne peut-être pas grand monde. Ce qui est intéressant dans leurs groupes sociaux, c'est que les femelles vont vivre les femelles vont vivre avec leurs petits en groupes sociaux. Donc les femelles sont reliées. Donc c'est des mères-filles, tantes, enfin sœurs, tantes, etc. Elles ont toutes un lien plus ou moins un lien génétique entre elles, un groupe familial. Et les petits restent avec elles jusqu'à... Alors les femelles, elles peuvent rester toute leur vie. Les mâles, c'est à peu près jusqu'à ce qu'ils soient matures et après, bah, ils partent. Et les mâles vivent aussi en groupes sociaux. Les jeunes, en particulier, vivent en groupe, en hard, ensemble, jusqu'à la période des reproductions. Et là, ils vont pouvoir se séparer, mais ils peuvent se retrouver ensuite. Et il y a quelques mâles très vieux qui, eux, ont choisi de vivre en solitaire. Mais même les mâles peuvent vivre en troupeau commun. Donc c'est vraiment, enfin pour moi, voilà, ce genre d'information, ça montre à quel point ce sont des animaux qui finalement apprécient la compagnie les uns des autres. Et alors ils en ont pas besoin parce que finalement oui, ils peuvent se défendre des prédateurs. Ils en ont quand même quelques-uns. Enfin ils ont ouais, les ours, les loups très affamés, je pense. Les pécaris qui sont beaucoup plus petits, évidemment, les pumas, les jaguars, etc., peuvent les attaquer. Euh, je pense que nos cochons de 300 kilos d'élevage, il y a peu d'animaux qui vont oser s'y attaquer, mais bon. Mais en soi, oui, c'est plus une volonté d'être en groupe social que une nécessité d'être en groupe social chez les cochons. Et la truie, elle construit un nid pour ses petits. Alors ça vient du fait que les cochons, ils aiment bien. Alors, en tout cas, les cochons domestiques que nous on a domestiqués, pour les cochons sauvages, je suis pas sûre. Ils ont une préférence pour des températures plutôt basses, donc ils sont au top entre 16 et 18 degrés. Par contre, les petits à la naissance, eux, ils ont besoin de 30 et quelques degrés parce que bah ils naissent tout nus et tout mouillés et que bon bah au moins pour les premières heures c'est bien qu'ils soient au chaud. Et en fait comme la mère alors la truie est pas très maternelle dans le sens où on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'elle lèche pas ses petits, elle les sèche pas à la naissance, enfin en les léchant elle va pas faire comme une mère chien ou une chatte ou enfin d'autres mammifères, enfin tous les autres, quasiment tous les autres mammifères, elle va les laisser plutôt se débrouiller tout seuls. Et donc, en fait, elle fait ce nid pour qu'ils puissent avoir cet endroit avec plein de feuillage et de brindilles qui va les sécher et les garder, en fait, garder une température adéquate. Parce que bah, quand ils seront tous là-dedans, eh ben, il fera bien 30 degrés avec la chaleur corporelle. Et elle va se coucher à côté. C'est-à-dire qu'elle dort pas avec ses petits comme câlin, elle va plutôt choisir d'être à côté. Et ça se comprend aussi parce que la truie, donc, alors, celle-là, la truie domestique, elle pèse 300 kilos. Enfin, 250, 300 en fonction des races. Le porcelet à la naissance, c'est 1,5 kg. Et c'est un bon petit, hein. Il y en a, ils naissent en dessous de 1 kg. À 1,5 kg, le porcelet, il fait 0,5% du poids de sa mère. C'est plus grand que la différence entre moi et une de mes rats. Voilà. Un jour, je me suis honteusement assise sur une de mes rats qui a couru sous moi alors que je m'asseyais sur mon lit. Et ben je l'ai à peine senti. Alors je l'ai senti, hein, mais à peine. Je me suis évidemment elle est pas morte. Tout va bien. Elle m'en a pas voulu. Mais par contre ce jour-là, je me suis dit ah oui, 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 je vois pourquoi la truie elle se relève pas des fois parce que elle peut ne pas le sentir et puis surtout ça arrive fréquemment. Ce genre d'accident arrive fréquemment au moment des mises bas et elles sont fatiguées en fait. Et bon, si vous connaissez une femme qui a un jour mis au monde un enfant, alors souvent, oui, c'est un accident fréquent. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Non, non, exactement. Alors fréquent, oui, à l'échelle de la production. Après, toutes les mamans, ça va.
pas forcément arriver une fois par maman. Enfin, en tout cas, pas au point de tuer le petit. Parce qu'elles font quand même attention et si elles les entendent ou si elles les sentent, elles vont se relever. Mais oui. Ah, exactement. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit dans les qualités maternelles de la truie, on a aussi faire attention à ces petits, comment elles bougent, etc. Ça fait partie des choses. Oui, oui, c'est ça, oui, parce qu'en plus, ils se meuvent un peu partout et donc on peut pas forcément tout contrôler. Non, exactement. Il y a un ordre de tétée. Alors, très honnêtement, ça c'est mon terme. Je n'ai pas su comment traduire ça en français. Ils appellent ça teat order en anglais. Et en fait, ce que c'est que chaque cochon, à la naissance, chaque porcelet va aller à la mamelle, aussi bien qu'il le peut, et il va essayer tous les tétons disponibles, et puis il va se dire, celui-là, c'est le mien. Et il va le garder. Il va déposer. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'il dépose en fait son odeur de salive et c'est comme ça qu'il va pouvoir le retrouver. Après, on ne sait pas exactement comment il s'oriente. Moi, je trouve ça assez fascinant. Alors, j'ai une petite vidéo de ça qui est pas super. Je suis pas très fière de moi parce que, oula, oula, ça c'était pas attendu. Euh, ça marchait mieux hier. Ah, ouais, mais je sais pas comment la met. Qui c'est qui lit l'allemand? Michel. Le mettre en grand A, vers grosse. Ok, bon. Toutes mes excuses pour cette vidéo, ma foi, pitoyable. Que ce que je pensais. Ça marchait. Bon, bref. Euh, En fait, ce qu'on voit là, c'est que donc la truie, en fait, elle a appelé ses petits, donc elle les appelle. Alors c'est la truie qui choisit quand elle va, enfin qui choisit. Elle sent qu'elle a une montée de lait, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des grognements réguliers et de plus en plus rapprochés, de plus en plus fréquents au fur et à mesure que le lait arrive. Et ça, c'est un signal pour les petits, donc vous pouvez voir mal, mais qu'ils arrivent et ils se positionnent chacun voilà, face à leur téton de prédilection. Et voilà. Alors les premiers jours, ils se battent un petit peu parce que voilà, des fois que l'autre il en est un meilleur, on sait jamais. Et après, au bout de quelques jours, c'est établi qui a lequel et c'est assez dans la paix. Sauf si, bien sûr, ils n'arrivent pas à l'attraper. Alors là, c'est le drame. Euh, et alors ça en fait, c'est une adaptation biologique qui est hyper intéressante chez les cochons. C'est-à-dire que, enfin, pourquoi? Après tout, les chats, ils font pas ça, les chiens non plus, voilà. Parce qu'en fait, les cochons, donc, comme j'ai dit, c'est la mère qui choisit, enfin, qui dit quand le lait arrive. Les petits, ils ont aucun pouvoir là-dessus, contrairement, par exemple, aux vaches ou aux agneaux qui, en fait, vont stimuler la mamelle et c'est là où la vache ou la brebis va donner du lait. La truie, ça peut aider, mais honnêtement, ça accélère pas tellement le processus. Et donc, toutes les heures, elle va donner, enfin, elle va allaiter ses petits. Donc, si un petit il manque un repas, bah, il faut qu'il attende du coup 2 heures. Enfin, il y aura eu 2 heures entre ces deux repas. Et ça, ça peut être assez tragique, surtout les premiers jours. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, et pareil, et s'ils passent leur temps à se battre, eh ben, ils vont peut-être louper l'éjection du lait, qui dure, il me semble, entre 2 et 20 secondes. Euh, Petite anecdote, j'ai essayé de traire une truie pour analyser le lait, puis je suis retournée voir ma directrice de thèse et je lui ai dit non, non, on n'analysera pas le lait, c'est pas grave. Parce que, outre de devoir me battre avec les petits, qui eux avaient pas du tout envie que je les prive de la moindre goutte, et ben ouais, 2 secondes pour, enfin, faut savoir quand ça arrive et puis voilà. Après, c'est très mignon de voir des cochons tétés parce qu'en fait, ils sont tous donc positionnés. On entend la truc qui accélère, 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 et d'un coup, il y a un grand silence, et après, on entend. Et ils sont tous très synchro. Et ensuite, mais moi, je trouve ça assez intéressant comme comportement. Voilà. Donc, la nature fait bien les choses, rien n'est dû au hasard. Et c'est une stratégie, en fait, pour louper le moins de repas possible. Oui? Les grognements. Les grognements, en fait, au début, elles grognent pendant quelques secondes, et puis après, ça fait pas quelques secondes, de plus en plus rapprochées, en fait, ce qu'elles leur disent. Ça arrive, mettez-vous en position, parce que après, c'est fini. Et dans la nature, alors, on va sur les fermes, enfin, pas sur les fermes qui ne l'autorisent pas, mais j'ai rencontré un éleveur qui a plusieurs truies ensemble.
dans le même bâtiment parce que finalement c'est privé, et en fait les truies font du co-allaitement, c'est-à-dire qu'elles tolèrent très bien que d'autres petits que les leurs viennent et se nourrissent. Et ça, alors ça vient sûrement du fait que dans la nature, bah, elles sont toutes plus ou moins reliées génétiquement. Enfin, alors les cochons, ils ont quand même quelques, donc j'ai dit, ils aiment bien être en groupes sociaux, donc ils ont quand même quelques relations sociales. Alors nous, en bons primates, les relations sociales, c'est touché. Chez les cochons, bah non, pas tellement. Mais ils font quand même ce qu'on appelle du snout contact. Alors j'espère que ça va pas être déformé de nouveau. Non, c'est bon. Et alors ce qu'ils font, c'est ça. Voilà, ils se touchent le nez. Et voilà. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'ils font voilà, de manière euh, sporadique, je sais pas. À chaque fois qu'ils se rencontrent, donc même s'ils se connaissent, en fait, c'est quelque chose qu'ils font et c'est leur petit engagement social. Donc ça, c'est des porcs noirs du Portugal. C'est une collègue. Ça, c'est les vidéos d'une collègue qui gentiment les partage avec tout le monde sur YouTube pour justement participer à l'éducation du public. Enfin, parler des cochons, parce qu'elle est passionnée aussi. Voilà. Après, bon voilà, là elle montre d'autres comportements qui sont, oui, enfin, sont intéressants aussi. Donc ils vont aussi faire, enfin voilà, ils vont se toucher gentiment, donc vraiment, ils vont aussi se pousser un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle le nudge, donc c'est un peu plus appuyé. Vraiment quand ils se rencontrent, c'est vraiment une touche d'une seconde. Là où quand voilà, quand ils se nudge, c'est un peu plus appuyé, ils appuient leur poing dessus. Euh, Alors quand c'est anogénital, bon, alors en période de reproduction, ça peut être, enfin évidemment, c'est pour voir un petit peu où en est l'autre. Quand c'est dans des groupes, enfin ça peut devenir quelque chose de négatif quand c'est fait trop souvent, euh, et c'est souvent en élevage où c'est pas terrible, terrible. Et ce elle a découvert, c'est ça, c'est l'allogrooming. Et alors ça, c'est un truc qu'on pensait qui n'arrivait pas chez les cochons. Enfin, en tout cas, c'est elle qui a commencé à le mettre en évidence. Et en fait, ils se lèchent un petit peu. Alors j'ai dit, la mère ne s'occupe pas, enfin ne s'occupe pas au sens où on l'entend de ses petits. Elle les lèche pas à la naissance, donc c'est pour ça qu'en fait on pensait que ça n'existait pas. Mais elle qui a passé pas mal de temps à regarder les cochons, et ben elle s'est aperçue que si, ils le faisaient quand même. Alors, ils se débarrassent un petit peu des impuretés, ou des fois c'est même sans raison en fait, c'est juste ils le font. Alors c'est parce que c'est plus fait dans d'autres espèces, donc les chats par exemple le font pas mal, les rats, les souris entre elles le font pas mal, et donc on était passé à côté de ça. Et ils jouent, évidemment, ils jouent. Alors surtout les petits, comme dans toute, voilà. Alors ils aiment bien se courir après, se rentrer dedans. Et ce qu'il y a de très mignon chez les cochons, c'est qu'en fait, quand un enclos commence à jouer, bah, il y a une contagion émotionnelle qui se fait dans toute la salle. Et en général, tout le monde joue en même temps. Et c'est un gros bazar. Ça fait du bruit partout. Mais voilà. Donc ça, c'est voilà leur expressivité. Ce que je disais, c'est voilà, ça fait partie des choses qui m'ont plu chez les cochons. C'est cette espèce de joie que tout d'un coup ils véhiculent. Et alors avec l'humain, dont je vous ai dit, ça fait partie d'un de mes centres d'intérêt, donc ça c'est moi. Et ça fait, là je crois que ça fait 6 semaines ou 8 semaines que je rentre, enfin que tous les jours, enfin 3 fois par semaine, je viens faire des câlins, enfin ce qu'on appelle des câlins, je leur fais des caresses à des cochons. Et alors initialement ils sont un petit peu, enfin ils savent pas trop quoi faire, mais là, bah, vous voyez, à partir d'un certain moment, voilà, elles sont très passives, ou alors elles se rapprochent pour essayer de chercher un petit peu le contact et de elles aussi me toucher.
Alors j'ai mis cette petite citation de Churchill parce que parce que tous les gens qui ont travaillé avec les cochons, ils aiment bien la citer. Et qui dit que voilà, bah, le chien, en fait, c'est un animal qui est dominé, donc en fait, il va demander des choses, être très dans la dépendance affective avec l'humain. Le chat regarde de haut, bah, parce que lui, il a pas besoin de nous, hein, clairement, et quand il a pas envie d'interagir, il fait pas. Et en fait, le cochon, c'est un animal un peu entre les deux, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il demande pas grand-chose, sauf si vous avez à manger. Alors là, hein, bien sûr, vous êtes le centre d'intérêt principal. Mais en fait, il a vraiment un caractère. C'est-à-dire que quand il veut des caresses, ben voilà, comme là, elles sont venues se mettre à côté de moi. Elles auraient pu être ailleurs. Si elles sont hors de portée de mon bras, enfin, ma règle, c'était de pas me déplacer. Au tout début de la vidéo, il y en a une justement qui s'est déplacée et qui est allée manger. Parce que bah, à ce moment-là, ça l'intéressait pas tellement d'avoir des caresses. Mais par contre, après, elle revient. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant parce que bah, les cochons ont une crainte très mesurée des humains, c'est-à-dire quand ils sont petits et qu'on a l'air assez imposant, bah oui, ils vont plutôt avoir peur, surtout si on fait des gestes très brusques et qu'on fait des grands bruits. Euh, Par contre, les truies de 300 kilos, ça fait plusieurs années qu'elles voient que les humains, bon, somme toute, on n'est pas très dangereux. Alors elles s'en fichent, hein, vraiment. Essayer de les bouger à la peur, ça ne marche pas. Mais pas du tout. Encore une fois, j'ai dit 300 kilos à pousser, c'est quelque chose, quoi. Et c'est ça que moi je trouve assez intéressant, c'est que justement c'est un animal qui est assez libre finalement dans sa relation avec l'humain. Là, celle-là, je peux la mettre en plein écran. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par mes collègues. Et en fait, les cochons doivent pousser à deux. Seul, ça ne marche pas. Il faut qu'ils poussent à deux ce rondin pour avoir accès à la nourriture qui est en dessous. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de quelqu'un et qu'ils le fassent simultanément, parce que pareil, s'ils le font pas ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été testé pour l'instant chez les chimpanzés, les loups, les éléphants. Et donc nous, on a réussi à le voir sur les cochons aussi. Donc ça veut dire qu'il y a voilà, des formes d'intelligence quand même assez développées chez le cochon. Oui, oui. Je l'ai pas non, j'ai pas montré parce que j'ai pas de photos libres de droit d'auteur pour cela. Mais oui, il y a des cochons laineux effectivement qui sont très laineux. Mais les cunicuni ont une belle fourrure quand même. Ils sont pas au niveau des cochons laineux, mais presque. Alors le problème de l'élevage, en un mot, c'est que ça, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre et ce qui pourrait être sympa. Et c'est d'ailleurs le groupe de cunicuni dont je vous ai parlé qui vit à l'état naturel, presque naturel. Et ça, c'est la réalité. Et c'est pas une... Alors, je fais pas du misérabilisme, c'est une réalité. Et ça, c'est vraiment, c'est pas une mauvaise ferme que j'ai pris en photo. C'est quelque chose d'assez standard. Et donc, on va maintenant parler des problèmes qu'on peut voir sur cette photo. Mais une qui saute aux yeux, c'est bah, le nombre de cochons qu'il y a au mètre carré.
Et donc, maintenant, on va parler des problèmes de l'élevage. Parce que donc le premier, c'était, bah, ça saute assez aux yeux on se dit pas que c'est une très belle vie. Et donc, je veux pas forcément m'étendre trop longtemps sur tous les problèmes parce que je veux pas que vous sortiez d'ici en étant complètement déprimé et que vous mangez plus jamais de cochon en vous disant que c'est horrible. Ça, c'est ce qui vous regarde. Vous prendrez la décision qui vous semble juste. Moi, personnellement, j'en mange du cochon, donc je vous déculpabilise sur ce sujet. Euh, Par contre, j'essaye d'acheter enfin, le cochon que je consomme d'élevage bio ou d'élevage plein air ou d'élevage qui font en sorte d'améliorer le bien-être animal. Et c'est comme ça que moi, je je vis mieux avec mon alimentation. Donc, dans les problèmes, je les ai classés par grands groupes. Donc, ce qui est de la vie sociale, c'est qu'en fait, on fait des groupes artificiels. Je vous l'ai dit, les cochons, ils vivent en groupes sociaux, donc pas de problème de vivre ensemble. Par contre, ils vivent avec des adultes et des petits, enfin avec leur mère, mais en fait, ils bénéficient d'avoir des cochons de différents âges. Dans l'élevage, bah non, en fait, ils ont tous le même âge, ils sont sevrés à un jour J, et ensuite, ils vont rester ensemble dans ces groupes-là. Le problème, c'est que bah, du coup, il n'y a pas d'apprentissage des adultes, il n'y a pas de régulation des adultes non plus, et donc du coup, bah, en fait, je sais pas, si on veut l'anthropomorphiser un petit peu, bah, c'est l'école, mais sans instituteur. Et on dit aux enfants, ben voilà, maintenant vous vous gérez. Donc forcément, en termes de développement, c'est pas ce qu'il y a d'optimal. Mais je dirais que ça, c'est pas non plus une souffrance pour l'animal, finalement, parce que bah, ils sont quand même en groupes sociaux et bah, oui, leur mère peut leur manquer, mais en soi, voilà, c'est pas le pire des aspects. Ce qui est plus dérangeant, c'est qu'il y a des changements fréquents dans ces groupes-là. C'est-à-dire, s'il y a un animal qui est malade, on va peut-être l'enlever. Ou ce qui est fait, alors en particulier Alors en France, on a beaucoup d'élevages où les animaux vivent et meurent sur la ferme. Donc en fait, ils restent finalement avec les mêmes animaux tout le long de leur vie, ou presque. Par contre, en Allemagne, par exemple, il y a deux systèmes où il y a ceux qui font naître les porcs et jusqu'au sevrage, et ensuite ils les vendent à d'autres qui vont les engraisser jusqu'à 30 kilos ou 50 kilos, et puis ils vont les vendre à d'autres qui vont les engraisser de 50 à 100 kilos. Dans ces deux transitions-là, évidemment, les cochons sont reclassés en fonction de leur poids ou de leur état de santé, etc. Donc en fait, c'est un renouveau continuel de leur groupe social. Qui dit renouveau du groupe social dit compétition pour qui sera le chef, donc des batailles, enfin des disputes, et bah, forcément, ça se passe pas bien pour tout le monde. Et il y en a qui sont blessés dans l'opération, et forcément c'est aussi du stress en fait de devoir en fait se refaire à un nouveau groupe social. L'environnement, bah c'est ce qu'on voit sur la photo, hein. Il n'y a pas d'espace, enfin il y a très peu d'espace comparé à ce qu'ils pourraient utiliser. Donc j'avais parlé du manque d'hygiène à cause du manque d'espace. Il y a aussi le confinement des truies, bah, ça se voyait pas très bien sur la vidéo, mais les truies, justement, donc comme Madame l'a mentionné, on les a mis dans ces cages pour qu'elles évitent d'écraser leurs petits. Et c'est vrai que ça aide. On va pas mentir là-dessus. Par contre, pour la truie, c'est pas super top d'être dans cet espace confiné pendant 4 à 5 semaines, et elles le sont aussi en gestation hein, pendant 4 semaines. Donc voilà, ça c'est un petit problème, enfin c'est un problème aussi. L'ammoniac dans l'air, alors ça c'est drôle parce que c'est un truc qu'on n'a toujours pas réglé, et c'est pas que pour les cochons que c'est un problème. Donc pourquoi il y a de l'ammoniac? Parce que bah, les cochons, donc c'est des omnivores, enfin en fait, on leur donne beaucoup de protéines à manger, ça c'est normal pour l'engraissement, mais voilà. Et donc les protéines se transforment par la magie du cycle digestif en ammoniac, enfin en azote qui est donc excrété en ammoniac. Et en fait, les latrines des cochons sont sous leurs pieds. Et elles restent là. Enfin, il y a des renouveaux, mais en fait, de manière générale, en fait, ils vivent. Enfin, ils touchent pas leurs excréments, mais ils sont en dessous du sol qu'on appelle la caillebotis, donc avec des trous pour que ça tombe en dessous. Et l'air est chargé de cet ammoniac. Vous avez la même chose dans les poulaillers aussi. Et ça, c'est un problème pour les humains aussi. Moi, j'ai deux étudiantes maintenant qui se sont évanouies, enfin, ou qui ont bien pâli, et moi j'ai dit, tu veux pas t'asseoir, je vais chercher de l'eau. Parce que, alors, d'une part, parce que l'ammoniac avec un C cherche de l'eau pour devenir de l'ammoniac avec QUE à la fin.
Donc ça, c'est pour le côté chimique, j'ai retenu. Et donc, en fait, comme l'ammoniac cherche de l'eau, il va essayer de se fixer, en fait, au niveau des muqueuses, humaines et animales. Et c'est ce qui fait que, au bout d'un moment, on se sent complètement déshydraté et on peut tourner de l'œil. Et ça amène aussi, alors les humains, ils sont là, ils travaillent 8 heures par jour, mais au moins les 16 autres heures de la journée, ils sont pas là. Donc ils ont peut-être un peu moins de problèmes, mais honnêtement, c'est un problème de la profession d'éleveur porcin, hein. Et c'est pour ça que je trouve ça fou que ça ait toujours pas été réglé. Et les cochons, évidemment, c'est un gros problème parce que donc déjà on en a parlé, ils sentent beaucoup mieux que nous, donc eux, ça fait longtemps qu'ils sont au courant qu'il y a cette odeur, et ça entraîne des gros problèmes pulmonaires. Alors c'est un problème parce que, en fait, ça arrive très tôt dans leur vie finalement. Après, vu qu'on les tue assez tôt aussi, c'est pas quelque chose qui devient trop handicapant dans leur vie. Mais des collègues qui sont spécialisés dans médecine vétérinaire et qui font ce genre d'études, en fait, ont vu que il y a bien 20% des cochons qui ont un problème pulmonaire avant l'abattage, quoi. Il y a les problèmes de stress thermique. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, un cochon adulte, il aime bien 16 à 18 degrés. Voilà, j'ai tout dit. L'été, ça leur va pas du tout. Alors en France, ça peut dépendre, hein, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en Bretagne, il fait un peu moins chaud. Par contre, toutes les productions qui sont en Espagne, par exemple, et l'Espagne est un des plus gros producteurs européens, ça va pas du tout. Et en Allemagne, il fait très chaud l'été aussi, donc voilà. Et ça, c'est un très gros problème parce que, en fait, les cochons sont un peu, sont comme les chiens, en fait, ils ne suent pas. Sauf que contrairement aux chiens, ils ont pas, ils ont pas ils peuvent pas s'aérer très bien via leur gueule, enfin avec leur langue exactement, ou avec les pattes. Et donc, en fait, quand il fait trop chaud, il fait juste trop chaud. Et ça, donc, c'est un problème. Euh, voilà. Par contre, ça commence à devenir dans les gros problèmes. Alors, les bruits soudains et forts, c'est un problème, on va dire, minime, mais enfin minime, dans le sens ou c'est peut-être pas le pire de leurs problèmes quotidiens, mais ça participe aussi. Et en fait, tous les problèmes, enfin tout ce qu'un humain peut générer comme bruit soudain, en fait, c'est source de stress pour l'animal qui ne sait pas d'où ça vient. Et le faible éclairage des bâtiments, donc on a vu, ils voient pas bien dans le noir. Donc vous avez vu sur la photo qu'il fait quand même pas très très lumineux dans un élevage. Et du coup, ça les handicape un petit peu dans leur communication entre eux en fait, parce qu'ils voient pas très bien. Euh, Donc, manque d'espace, trop de cochons au mètre carré et rien à faire. Dans la nature, les cochons, ils passent 75% de leur temps actifs à chercher de la nourriture et à la manger. En élevage, 2 secondes. Ils savent très bien où est l'écuelle, ça tombe à heure fixe ou c'est tout le temps disponible, mais donc du coup, il y a pas de... alors j'ai mentionné que d'être omnivore, c'était bien parce que ça amène des capacités cognitives de recherche de nourriture, de savoir un peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins. Là, en élevage, il y a rien. Et surtout, il n'y a pas de stimulation sensorielle liée à la nourriture en particulier. Alors ça, c'est mon combat de futur. C'est-à-dire, je trouve ça très triste d'avoir 20 000 papilles gustatives et de manger la même chose tous les jours. Même si c'est super bon, c'est la même chose. Et moi, je pense qu'un des moyens de stimuler un peu plus les cochons, enfin en tout cas de leur donner quelque chose d'un peu plus sympa dans leur vie, c'est d'avoir des menus, enfin voilà, d'équilibrer en fonction, enfin les rations avec ce qu'on veut leur apporter en termes d'éléments, mais on pourrait varier les goûts, on pourrait avoir la journée fraise, la journée banane, voilà. Et il a été montré qu'ils aiment bien quand on met des colorants, enfin pas des colorants, mais des saveurs dans les aliments. En fait, ils sont capables de les reconnaître très rapidement et ils apprécient en fait cette diversité. Et en termes de santé et de développement, les problèmes de l'élevage, c'est que il y a une courte vie. Alors, courte durée de vie, on n'en parle pas au niveau de ceux qu'on abat pour manger. Hein, je veux dire, ça fait partie du procédé, donc enfin, on va pas en parler. Par contre, les truies, elles sont censées quand même rester un peu plus longtemps, parce que bon, leur job, c'est de faire des bébés. Sauf que, elles en font tellement et tellement souvent que assez rapidement, elles sont pas en très bonne santé. Euh, voilà, elles sont pas en très bonne santé et donc du coup elles vont à la retraite. Euh, et ça c'est un problème parce qu'en fait ça veut dire que le système en demande trop à l'animal.
Et ça, enfin voilà, ça pour moi en tout cas c'est un problème. Le sevrage, il est un peu précoce, donc en Europe on le fait à 28 jours, donc 4 semaines. Dans la nature c'est plutôt 10 semaines, donc déjà on a coupé par deux. Alors 10 semaines en 10-12 semaines en conditions optimales, hein. Bien sûr, s'il y a plus trop à manger, à 8 semaines, la truie, elle arrête parce qu'elle peut plus produire de lait. Donc, mais on a bien coupé par deux quand même le rythme normal, enfin le sevrage normal. Nous, en Europe, on est pas mal. Franchement, 28 jours, c'est pas mal. Aux États-Unis, c'est 14 à 21. Et là, c'est bien trop jeune. D'ailleurs, encore une fois, je comprends assez mal leur décision de continuer à le faire parce qu'il y a pléthore d'études qui montrent que c'est négatif, c'est-à-dire que même au niveau de la santé des porcelets, ils ont des diarrhées parce qu'ils sont pas capables de digérer les aliments. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, c'est très bien ancré que c'est pas bien, mais bon, il y en a qui continuent de le faire. Et enfin, donc il y a les blessures dues aux agressions et à l'environnement. Donc, en fait, quand les cochons s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Bah, des bêtises. Le seul truc qui a l'air marrant, c'est la queue du copain qui s'agite. Donc, il commence par juste un petit peu, et puis un jour, il y a du sang. Et le jour où il y a du sang, ça attire les autres. Et là, du coup, c'est très problématique en élevage. Et là, donc c'est une étude d'une amie qui étudiait justement les relations sociales, mais pas que positives, parce que des fois il y en a qui s'entendent pas, et donc des fois il y en a qui se battent, et comme j'ai dit, quand on change le groupe social, ça entraîne des conflits. Et donc des batailles et donc des blessures, en particulier si à cause du manque d'espace, le cochon victime, on va dire, ne peut pas s'en aller. Parce qu'en fait, dans la nature, les agressions, pour toutes les espèces, hein, les agressions, elles sont vite résolues parce qu'il y en a vite, il y a un des opposants qui va se dire non, je peux pas mener ce combat jusqu'à la fin, et qui va battre en retraite, qui va s'éloigner, et l'autre va pas le poursuivre par envie de tuer. Déjà parce que ça coûte de l'énergie, hein, de faire ça, et que dans la nature on économise son énergie le plus possible. Euh, et voilà. Mais en élevage, il n'y a pas ça. Et en fait, du coup, il n'y a jamais ce signal de je veux qu'on arrête. En fait, ça a toujours l'air d'être enfin, il y a toujours l'air. En tout cas, les signaux envoyés entre les opposants sont que le combat peut continuer. Ça va pas jusqu'à la mort quand même. Oui. Tu n'avais pas parlé dans l'élevage des tortures difficiles. Parce que ça, c'est pas inhérent à l'élevage. Ça, c'est... Ah oui, non, pardon. Ah oui. Alors que castration à vif, c'est C'est interdit, mais ça pratique. Voilà, voilà. Exactement. On leur coupe la cuisse, on leur met dedans et on les casse. Donc ça se pratique encore. Donc, Ouais. il y a eu des études de fait, ne serait-ce que comme ça, mais Oui, exactement. Alors, donc la castration à vif, enfin merci d'avoir précisé. Effectivement, c'est légalement, ça n'est plus du tout autorisé. Il faut au minimum donner un analgésique ou un anesthésiant local au cochon. En Allemagne où je travaille, c'est anesthésie générale obligatoire, sauf cas très particuliers. Mais dans tous les cas, oui. Effectivement. Alors, interdit, mais le il n'y a pas de bénéfice. oui, effectivement, c'est le problème. Alors par rapport à ça, c'est vrai que oui, c'est des choses qui sont pratiquées, mais c'est pas pratiqué par tous les élevages partout. C'est-à-dire que par exemple, la Grèce, le Portugal, la Grande-Bretagne, l'Irlande ont fait le choix de plus castrer leur porc du tout. Donc eux, ils ont réglé le problème. Euh, Limer les dents, maintenant, enfin, si, enfin, il y en a qui le pratiquent toujours, mais je sais qu'il y en a qui ont opté pour ne plus le faire. Et la queue, c'est en discussion, mais effectivement, alors, couper la queue, la raison, c'est qu'ils se mordent la queue et que plus elle est courte, moins elle est attrayante. Donc, c'est le moyen le plus efficace d'enlever ce problème-là. Maintenant, c'est effectivement, c'est mettre un bandage sur une hémorragie et prétendre qu'elle a jamais été là. S'il y a ces problèmes de morsure de queue, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, effectivement. Euh, et ça, en fait, alors, ce sont des problèmes pour le bien-être, mais c'est des problèmes, on va dire, ponctuels pour le bien-être. Ce dont j'ai parlé, c'est des problèmes, en fait, qui vont être
plus long finalement. Enfin, en tout cas, ouais, un peu plus chronique et installer des mal-être plus chroniques. Euh, voilà. Et je voulais pas trop attirer le misérabilisme dessus. Et alors surtout ce dont je voulais parler, alors, dont j'ai déjà dépassé mon temps de parole, mais tant pis, c'est comment mieux faire parce que bah faut quand même mettre un peu de soleil après les nuages. Euh, Parce que bon, la production, elle est là pour une raison. Enfin, voilà, tout ce dont on vient de parler, enfin, tous les problèmes liés à l'élevage que j'identifie et ce que la dame a soulevé, sont des problèmes qui en fait sont là à cause des enjeux de production. C'est-à-dire, il faut produire plus à bas coût. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut mettre plus d'animaux au mètre carré, comme ça les bâtiments coûtent moins cher. Enfin, ils sont rentabilisés plus rapidement. Faut que les animaux aient plus de petits parce que comme ça on peut en engraisser plus, on peut en vendre plus, etc. C'est peut-être un peu utopique de penser que ça pourrait être réglé si on acceptait de payer plus cher et voilà. Je pense que non, parce que si on accepte de payer plus cher pour, en général, la production, bah, en fait, on va juste payer plus cher pour la même chose. Par contre, faire un choix conscient, c'est-à-dire aller voir des producteurs, enfin, se renseigner, parce que vraiment, des petits producteurs, il y en a partout. Et je suis sûre qu'il y en a autour de Strasbourg qui font des productions plus raisonnables, au moins plus raisonnables. Et si vous avez des noms, lancez mais parfait. Non, mais partagez parce que vraiment, c'est comme ça pour moi qu'on change une chose, c'est en arrêtant d'acheter des produits qui ne correspondent plus et en acceptant de mettre un peu plus cher pour quelque chose qui est plus vertueux. Euh, et parce qu'il y en a des systèmes un peu plus vertueux et en tout cas qui essayent. Et honnêtement, j'ai pas rencontré d'agriculteur, enfin d'éleveur porcin qui m'ait dit non non moi j'adore commencer, je suis au top du top, j'adore voir. Enfin tous m'ont dit, mais quand tu veux, je retourne à un troupeau de 50 animaux que je connais tous par leur nom et on se fait des câlins, etc. Par contre, moi, il faut que j'envoie mes enfants à l'école, il faut que je paye des vacances et il faut que je me nourrisse aussi. Et ça, bah, oui, Ça existe, ça s'appelle l'agriculture paysanne. exactement, exactement. Mais cela, eh ben, il faut qu'on les encourage plus pour Voilà, pour. l'agriculture paysanne, c'est créé par la Confédération paysanne, Ouais, un syndicat qui est petit, mais un syndicat qui est intelligent, et ouais, qui prône une agriculture qui travaille avec la nature, qui travaille avec en bonne entente, parce que l'agriculture paysanne prône plein de petites fermes dans un village, et non pas une grosse ferme qui fait une rotation de culture, maïs blé, ou ouais. maïs colza, et qui fait un élevage industriel. D'ailleurs, on ne sait même pas que c'est un élevage parce qu'on pense que c'est un bâtiment d'industrie. Oui, Et, c'est tout à fait et en vrai. fait, il y avait des petites fermes dans les villages où les gens peuvent aller acheter directement à la ferme, mais les produits ne seraient pas plus chers que ça. Les Absolument. produits bio, par exemple, sont plus chers parce qu'il y a toute une chaîne. Hein, parce qu'entre le paysan et le mangeur, il y a ces putains de lobbies agro-industriels. Et c'est ça qu'il faut arriver à supprimer, à replacer. C'est le lobby agro-industriel qui Ouais. fait autant de tort à l'agriculture. Hein. Absolument. Donc moi j'achète à des producteurs locaux. Alors chez moi en Allemagne, donc malheureusement ça fait un peu loin pour vous, mais je paye, je crois, 1 euro de plus que le bio en supermarché au kilo. Autant dire que c'est négligeable pour moi, quoi. Et au moins j'ai la conscience un peu tranquille de me dire que voilà, je sais comment enfin j'ai vu comment les animaux étaient élevés, et ça correspond à ce que je pense être Le acceptable. producteur qui crève et puis parce que le revenu ne suit pas, c'est autant le paysan en agriculture paysanne que l'agro-industriel sur sa ferme de 1000 ou 2000 pauvres. Hein. Oui, Il a autant de problèmes de revenus que l'autre. absolument. Mais par contre, si on supprimait les intermédiaires, et ce que fait l'agriculture paysanne, ils font pas du lait pour la torte, ils font du lait pour faire du fromage qu'ils mettent dans leur cave et qu'ils vendent après. Ouais. Donc là, le producteur, il s'y retrouve financièrement et en plus, l'acheteur, si il va rencontrer le producteur au marché, dans une AMAP, dans une épicerie solidaire ou de producteur, et, ou bien directement à la ferme, là, il trouve son compte aussi, le mangeur. Mais s'il y a trop d'intermédiaires, c'est sûr que ça marche plus. Hein. Ouais. C'est à côté. Parce que les outils
va vendre. On va la prendre parce qu'ils en peuvent plus, cet éleveur industriel. Dans le sens, aujourd'hui, ce qui est vraiment pas mal, c'est que enfin, dans la loi, enfin, avant, les le faire, enfin, donc, du coup, Ouais. enfin, après, Non, 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 mais juste, Juste English. du coup, effectivement, il y a la question du consommateur, il y a la question aussi de pas, de pas, de bas. Et alors moi je parle de ce que nous on peut faire ici, entre nous, enfin, les choix que nous on peut prendre parce que forcément tout ce qui est du domaine administratif légal, bah, à moins que vous connaissiez quelqu'un, et si c'est le cas, parlez-leur du cochon. Oui, mais si vous achetez toujours dans les élevages industriels, et vous auriez, bah, Quand même, Il faut acheter cette production. s'il y a plus d'imposition, il y aura plus de raison de faire des trucs. alors, Le consommateur, participé là-dedans. En France, on mange pratiquement 2 fois plus de viande que la moyenne des pays donc, franchement, on a une responsabilité là-dedans individuellement. Ça arrangerait beaucoup, ça n'empêche pas de se battre pour les fermes, mais c'est quelque chose qu'on peut faire soit et qui n'a pas de. C'est pas compliqué. ouais. Et pour compléter, effectivement, on a totalement un pouvoir qu'on néglige en grande partie sur notre consommation, mais si on achète 2 fois moins de cochons, c'est autant d'argent de gagner théoriquement pour acheter dans des productions de meilleure qualité. Exactement. Donc, ça empêche pas bien sûr. C'est ça, c'est ça. En fait, réduire et réorienter en fait son budget alimentation vers quelque chose de plus vertueux, c'est, enfin, à notre échelle de consommateur, c'est ce qu'on peut faire. Euh, et donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a de mieux pour les cochons, enfin, dans les systèmes qui sont mieux, donc ça, c'est ce qu'on appelle une case de mise bas classique, donc où la mère elle est dans cette cage et où elle en sort pas en fait jusqu'à la fin de la lactation. Et donc une alternative c'est en fait la même case mais dans un enclos un peu plus grand et où en fait on la garde contenue juste le temps de la mise bas, donc les 3 premiers jours à peu près, juste parce que c'est les moments où elle est le plus faible et où en fait euh, même, enfin, de ce qui a été observé par mes collègues, elles utilisent en fait ces barres de fer pour vraiment pour pouvoir s'allonger enfin, doucement et sans menacer trop leur porcelet et leur donner une chance de s'en aller. Et en fait, au bout de 3 jours, ben, on peut l'ouvrir cette case et du coup, ça lui donne quand même ses appuis pour pouvoir s'allonger et le faire en douceur et pas menacer, enfin, que les porcelets qui soient là à ce moment-là puissent partir. Donc ça, c'est un moyen qui est pas mal. Moi, ce qui me dérange, c'est la taille des grilles qu'il y a là, parce que ça veut dire enfin bon, les grilles, elles sont très abrasives, et c'est ce que je disais sur les blessures dues à l'environnement. C'est que bah voilà, pour des animaux qui restent allongés dessus très longtemps, bah vous voyez d'ailleurs, elle a un petit ulcère là, à l'épaule. Ça vient très certainement de ce genre de choses, quoi. Et donc il y a un peu mieux. Il y a ça, ou alors du coup, il y a là, elle a jamais été confinée du tout. En fait, elle a juste cette barre de fer tout autour qu'elle peut utiliser justement pour, enfin, en tout cas au moment où elle s'allonge, en fait, les porcelets ils sont en dessous du niveau de cette barre, et donc ça leur donne une chance de de partir un peu plus vite, ou en tout cas de la freiner dans son mouvement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup sur ce système, c'est que il y a vraiment une grosse distinction entre l'endroit où ils sont censés déféquer, donc les barres ouvertes, et le sol bétonné. Alors, c'est pas le top. Ce qui serait le top, c'est de mettre de la paille sur le sol bétonné. Ça, c'est un autre niveau. Mais déjà, d'avoir enfin, cette distinction très claire, et surtout que ça soit bien au fond, donc bien loin de la zone d'alimentation, bah, ça correspond. Déjà, c'est un peu plus dans l'idée de ce qu'un cochon fait naturellement. Donc on a dit, il y a rien à faire et ce qu'on peut, alors ce qu'on donne aux cochons souvent, c'est ces jouets en plastique. Alors ils sont pas mal,
Ils sont très utilisés, voilà, on va dire ça comme ça. Ils sont très utilisés parce que ils sont rigolos, enfin ils ont plein d'aiguillons partout, donc c'est facile à mordre, etc. Les porcelets, ils aiment bien ça. Mais c'est du plastique. Donc on parle beaucoup, à l'heure où on parle beaucoup des microplastiques, je vous laisse imaginer le plastique ingéré par le porc que vous allez manger après. Voilà. Donc ça c'est un truc. Et ensuite, il a été montré quand même dans pas mal d'études. Alors les cochons, ils s'amusent avec rien, enfin, avec tout, avec rien. Donc n'importe quoi leur irait bien. Je veux dire, les chaînes en métal, c'est vu comme un truc hyper distrayant parce qu'en fait, comme ça fait du bruit et du mouvement, ils adorent ça. Oui, mais ça leur fait un peu mal aux gencives aussi. Donc bon, voilà. Donc dans pas mal d'études, ils ont quand même vu que les matériaux naturels c'était mieux pour les cochons. Donc ça, c'est l'étude d'une amie qui leur a proposé différentes choses. Donc elle leur a proposé des morceaux de bois qui peuvent, sur lesquels ils peuvent mâchonner, de la paille en fait qui peuvent sortir une à une. Donc en fait ils passent du temps à justement avoir les petits brindilles, enfin avoir les brindilles de paille, etc. Enfin voilà. Ou des sacs de jute qui sont aussi des éléments naturels et qu'ils peuvent justement enfin jouer comme les chiens, vous savez, à gripper et puis ça ils adorent faire ça surtout avec mes tenues. Euh, Encore une fois, un cochon de 50 kilos qui vous secoue comme ça fait quelque chose. Euh, donc voilà, donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent être mises en place. Là où je travaille en Allemagne, alors j'ai pas pris de photos, c'est dommage, mais ils font de la paille compressée, des gros blocs de paille compressée, et que pareil, les animaux peuvent manipuler, et ils peuvent jouer avec, etc. Donc c'est pas mal pour leur alimentation aussi, parce que comme ça, ils ont plus de fibres. Et c'est complètement, enfin, ça n'a pas d'impact négatif ni sur eux, ni sur leur. Donc ça c'est un enclos qui est un peu mieux aussi parce que donc on voit donc la délimitation. Alors c'est pas parfait parce que l'alimentation il est aussi avec la zone de défécation, mais bon, euh, voilà. Mais par contre il y a de la paille au fond et ça c'est très bien la paille. C'est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre justement les cochons qui se mordent la queue les uns les autres. Parce qu'en fait déjà ils peuvent faire ce qu'ils font naturellement. Parce qu'un cochon il fait quoi naturellement? Il a le groin au sol et il fouille toute la journée. Et dans la paille, il peut faire ça. Et alors, ce qui est le top du top, c'est d'avoir de la paille et de balancer la nourriture dedans. Il y a quelques éleveurs qui le font. Au moins, enfin, ils le font pas pour toute l'alimentation, parce que sinon ça peut, bon, ça peut mal, enfin, on contrôle un peu moins, et puis bon, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais une fois par jour, en gros, ils passent avec un bol, enfin, un truc avec de la nourriture, et puis ils envoient, et puis comme ça fait un peu de distraction aux cochons. En tout cas, ils font leur comportement naturel. Alors, le top du top, c'est ça, c'est quand il y a vraiment beaucoup de paille, au tel point qu'ils puissent s'enterrer dedans et se faire une galerie. Et ça, donc, c'est les cunis qu'on a vus dans la prairie. Et en fait, ils ont aussi une étable, enfin, une zone abritée, une très grande zone abritée avec de la paille pour qu'ils puissent s'installer confortablement pour la nuit. Et ça, pour moi, c'est le top du top. Parce que, en fait, être tout le temps dehors, c'est bien sur le papier, mais on a parlé des coups de soleil. Ils sont aussi un peu sensibles au froid. Enfin, s'il fait moins de 16 degrés, c'est pas top pour eux non plus. S'il fait moins de 10, enfin, entre 10 et 0, ils ont carrément froid. Donc en fait, et puis la pluie aussi, enfin voilà, les maladies, tout ça, enfin je veux dire, quand on est dehors, hein. Donc en fait, proposer à un animal, et ça c'est valable pas que pour les cochons, hein, c'est tous les animaux d'élevage, ou en général, avoir le choix, c'est ce qu'il y a de plus important. Et avoir le choix entre un environnement, enfin un intérieur et un extérieur, c'est quand même un peu la base. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir où ils vont, ce qu'ils font de leur journée. Et, Ça veut dire que l'agriculture n'a pas qu'un bâtiment de production. Il a aussi des céréales à côté. et voilà. Il est obligé de cultiver pour avoir de la pâte, il ne va pas l'acheter. Oui. Il coûterait trop cher. Oui, exactement. Et oui, exactement. Donc, ça veut dire qu'il est quand même agriculteur. En ce moment, ils sont juste éleveurs, ils ont qu'un bâtiment, puis les Chinois, même, ils mettent plusieurs sacs. Voilà. Oui, exactement. Ce qui est pas, dans les faits, c'est pas pire que nous, c'est juste plus. À l'échelle de ce que fait la Chine. Quand même, Ouais. éleveur et Oui. céréalier. Oui, exactement. Ou alors ils achètent un voisin qui, lui, produit des céréales et de la paille et ils ont une entente. Voilà, exactement. Mais ça, c'est toujours. En fait, on en revient toujours à ce problème-là, quoi. Voilà, exactement. Après, bon, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails de pourquoi c'est pas fait, parce qu'il n'y a pas que la volonté, c'est fait. Mais
Et là, c'est la slide de fin avec quelque chose d'un peu plus fou, parce que pourquoi pas. Donc on a vu que les cochons étaient intelligents. Donc là, c'est la photo d'une étude qui avait été menée, je crois, dans les années 90 et qu'ils ont reproduit en 2012, je crois. Alors, le cochon, en fait, il peut utiliser ce joystick pour amener le cube, enfin le petit point du milieu vers la zone bleue. Alors là, on est sur le niveau facile, donc ça semble pas si fou, mais la zone bleue, en fait, elle change. Et donc, et à chaque fois que donc ce petit point atteint la zone bleue, ben, ils ont de la nourriture. Donc c'est ce que je vous disais sur, ils apprennent très vite comment utiliser quelque chose, surtout s'ils ont un intérêt. Et ça, ben, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que en recherche en tout cas on appelle de l'enrichissement cognitif, c'est-à-dire ben, leur proposer des jeux finalement pour qu'ils fassent quelque chose de leur journée. Et ouais, c'est ça. Alors bon, voilà, les cochons adorent mordiller les trucs, donc il faut vraiment, faut un ingénieur en matériaux pour faire un truc qui casse pas. Mais oui, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Et ça, c'est un projet qui avait été fait à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et où ils ont proposé, alors j'aime bien parce qu'ils ont fait un super film. En fait, ils ont proposé voilà, un jeu interactif entre un humain et les cochons de l'élevage. Où en fait, voilà, quand quelqu'un se connecte, ça allume cet écran tactile dans l'élevage. Et il y a cette boule lumineuse qui se balade, donc qui attire le regard des cochons et qui a envie de le suivre. Et en fait, voilà, sur la tablette, on peut voir où est le groin du cochon. Et le but, c'est que, euh, c'est que le cochon et l'humain maintiennent le contact sur cette boule. Donc là, par exemple, bah là, il a perdu, le cochon n'a plus été intéressé, il a sûrement bougé trop vite. Voilà, donc on recommence, hop. Et non, 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 ils aiment bien, c'est juste qu'il faut qu'ils comprennent. Et en fait, voilà, quand ça marche, bah, ça fait plein de couleurs. Donc ça attire un peu l'attention des cochons, ça peut leur faire quelque chose de, bah, voilà, qui s'est passé dans leur vie. Euh, voilà. Et donc ça a été fait voilà, par School of Art, donc c'est un projet collaboratif entre plusieurs universitaires. Évidemment, c'est quelque chose qui ne sera pas mis en place demain dans les élevages. On comprend bien pourquoi. Mais en fait, c'est juste des idées de choses. En fait, finalement, tout est possible. Je veux dire, on a la technologie, on a enfin, si on a la volonté, on peut trouver des solutions. Oui, non, gratter la toile, c'est tout aussi efficace et C'est pas, tactile aussi pour l'éleveur. oui, exactement. Bah, c'est ça. Et je pense que la plupart des éleveurs, ils aimeraient mieux faire ça que de rentrer des chiffres sur, ouais, que de rentrer. Et voilà, exactement. Non, mais je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Bon dimanche. Au revoir. He's amazed animal psychologists by learning a computer game designed for chimpanzees. Hamlet has to move the cursor into the blue area